Urétéroscopie avec Nadia Habib c'est ça, c'est un lien avec, avec le topo précédent. On va vous faire peur. Joli programme. Alors, bonjour, merci beaucoup d'être tous là aujourd'hui dans cette belle salle à Chamonix, avec le soleil et les glaciers derrière. Je vais commencer par juste vous présenter en 2 minutes notre belle association française d'urologie, parce qu'on a le logo de l'AFU sur notre congrès. Donc, très rapidement, si on peut lancer le film. Donc voilà, c'est une très vieille asso, elle a été fondée en 1896 et elle est toujours très très active. Donc on a une très belle mission qui est la formation des urologues surtout. Vous avez tous connu l'EQ. Toutes ces améliorations des pratiques, on règle toutes les questions sur les affections de l'appareil urinaire, génital. Il y a plus de 1300 membres actifs. On a 85% des urologues qui sont membres et puis je vous invite tous à adhérer si vous ne l'êtes pas encore. On est voilà, très très actifs, hein. Ça nous prend beaucoup de temps pour ceux qui sont très impliqués. On a 11 comités, comité de cancéro, le conseil scientifique, le comité d'andro, le comité d'éthique, les troubles mictionnels de l'homme, le comité de transplantation, le comité d'urologie et de périnéologie de la femme, le comité de neuro-uro, le comité lithiase, le comité d'infectieux et le comité d'urologie de l'enfant. Donc voilà, plein de choses sur lesquelles vous pouvez aussi participer. On a les pratiques professionnelles, on a les comités d'éthique, comités de pratiques professionnelles, etc. On a un rayonnement international, on a des liens avec la FASUF, le AU, la SIU, et on promeut plein d'événements. Pareil, vous pouvez participer en étant membre, vous avez accès à tous ces congrès tout au long de l'année. Pareil, hein, sur Eurofrance, vous avez accès à toutes ces revues, les Euronews, les Eurojonctions, toutes les newsletters qui vous permettent de vous tenir à jour sur l'urologie d'aujourd'hui. On a fait des campagnes de prévention qu'on va renouveler cette année avec la santé de l'homme, Roulons contre le cancer de prostate, la tumeur de vessie, la semaine de l'incontinence. Donc pareil, je vous invite à promouvoir toutes ces campagnes localement dans vos centres. Et donc d'adhérer à l'association, qui est une très belle association. Il y a de la place pour tout le monde. Il y a forcément des sujets qui vous intéressent. Et donc n'hésitez pas à participer et à rejoindre cette grande famille. Vous avez déjà tous participé et tous eu accès à l'EQ, qui est financé par l'AFU. Donc n'hésitez pas à apporter votre contribution également. Il y a un petit conflit d'intérêts. Un gros. Il y a un gros conflit d'intérêts, mais qui est dans l'intérêt des urologues. Donc il faut y aller. Hein. C'est-à-dire que sans l'AFU, on n'existe pas tous ensemble. Et sans le soutien de l'industrie, l'AFU n'existe pas. Donc il faut vraiment garder ces liens propres, mais des liens qui sont indispensables. Et pour terminer, tous les membres des comités, tous les membres du CA, tous les membres du bureau sont tous bénévoles et ils donnent leur temps, jusqu'à 20%, 30% de leur temps par semaine pour faire en sorte que l'AFU vive. Donc il est indispensable que les jeunes vous y adhériez, parce que sans vous, votre avenir urologique et ceux de nos patients n'existeraient pas. Donc un grand merci. On a des anciens présidents de l'AFU comme Jean-Luc Descottes ici, et puis plein de gens des comités tout autour de vous. Donc vraiment, l'AFU, demain, c'est vous. Et sans l'AFU, l'urologie française, c'est pas ce qu'elle est. Et en particulier, tu l'as pas dit, mais reconnue par toutes les institutions françaises, ministère de la Santé, Caisse primaire d'assurance maladie. Ils ont un grand respect pour les urologues. Et ça, c'est grâce à l'AFU. On va basculer.
Donc l'idée, c'était de partager un petit peu, on va aller un peu au-delà. Là, l'AFU va définir les règles de l'art de l'urologie. Et quand les règles de l'art vont déraper, ou vous ne les respectez pas, il peut y avoir des conséquences médico-légales où vous pouvez être condamné. Et on va un peu regarder quelques cas cliniques et partager ça avec Nadia, qui nous rappellera les règles de l'art. Et moi, je vous partagerai un petit peu les réalités médico-légales. Donc des conflits d'intérêts, on n'a qu'une seule volonté, c'est d'être au service de la famille urologique. On est avec Nadia dans toutes ces institutions, partout bénévoles pour essayer de vous aider. Donc on va commencer par un premier cas clinique. C'est une femme de 46 ans qui a une pyélonéphrite obstructive sur un calcul urétéral gauche de 7 mm. Ce micro, je ne vois pas. Elle est correctement hydratée, elle a des antibiotiques, elle est stabilisée. À 2 heures du matin, l'urologue informe l'anesthésiste qu'ils vont y aller. Et donc on va aller, la patiente est stable. Donc la première question qui se passe, qui fait une urétéroscopie, qui monte une sonde double J, puis Nadia nous dira les règles de l'art. Qui fait une urétéroscopie? Qui fait une montée de sonde? Bon, ben, on a terminé. Bonne fin de journée à tous. Et voilà. Donc Nadia. Donc effectivement, la montée de double J, on ne fait pas il n'est pas recommandé d'urétéroscopie en urgence, surtout si vous avez des signes infectieux. Et donc, en cas de colique néphrétique résistante aux traitements médicaux, il va falloir drainer les urines, soit par double J, soit par néphrostomie, soit si les urines sont purulentes, on propose plutôt une sonde urétérale qui va permettre de surveiller, de rincer éventuellement. Donc c'est ce qui est rappelé dans le guide qui a été rédigé par l'AFU pour les jeunes urologues et les internes. Une pyélonéphrite obstructive, ça se draine, on ne fait pas d'urétéro. Alors en pratique, le collègue, il va faire une urétéroscopie, il va même utiliser le lithoclaste. À 2 heures du matin, il va détruire le calcul, il est très content. Mais malheureusement, pendant l'intervention, elle fait un choc septique sur table. Les manœuvres de réanimation sont faites, d'obus, d'OPA. On la récupère, elle est transférée en réa. Malheureusement, à J6, elle va être amputée des pieds et des mains. Et elle se retrouve à 46 ans amputée. Et il y a une procédure médico-légale qu'on peut comprendre. C'est-à-dire, ce qu'on explique, c'est que les procédures médico-légales, elles sont parfois faites, on va regarder, pour nous faire la peau, mais elles sont surtout faites par des patients qui se retrouvent handicapés après parfois des chirurgies simples et qui veulent juste des moyens financiers pour pouvoir continuer leur vie. Alors, au niveau médico-légal, d'où vient le droit? Comment ça fonctionne? Tout commence par les codes napoléoniens dans notre pays. On verra tout à l'heure que ça remonte même un peu plus loin. Est basé sur une réalité. Tout fait quelconque à l'homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel est arrivé à le réparer. C'est toute la logique judiciaire. On va réparer si on a commis des manquements. Et on verra que pour qu'il y ait des manquements reconnus, on passera par l'expertise. C'est l'expert judiciaire. C'est pour ça que quand certains d'entre vous disent « je ne vais pas à l'expertise, ça m'emmerde ». Il faut y aller. Il faut s'expliquer avec l'expert. On verra tout à l'heure que c'est des experts qui vont trancher la responsabilité. Y a-t-il une faute? La faute, elle est définie par le comité de l'ITIAS, qui vous dit si oui ou non vous avez appliqué les règles de l'art recommandées par le comité de l'ITIAS, est-ce qu'il y a un dommage et s'il y a un lien de causalité entre les deux. Globalement, en France, vous avez des procédures qui sont à visée indemnitaire, qui sont le tribunal administratif pour les hôpitaux publics, les tribunaux civils et les CCI inventés par la loi Kouchner 2002 pour indemniser. Et puis, on va y avoir 2 autres procédures. La procédure pénale qui touche aujourd'hui les PH et qui touche les libéraux, et la procédure disciplinaire qui touche les PH et qui touche les libéraux, dont l'objectif du patient est en gros de vous sanctionner, de faire en sorte que vous ne puissiez plus jamais exercer. Là aussi, si vous êtes convoqué au Conseil de l'ordre, il faut y aller et ne pas dire le Conseil de l'ordre m'emmerde, j'irai pas. Quand vous êtes condamné au régional à l'interdiction d'exercer, c'est terminé. Et puis voilà. Donc en gros, aujourd'hui, dans les procédures qu'on retrouve en urologie, vous voyez que le calcul représente peu de procédures. Ce qui domine aujourd'hui clairement, c'est le fonctionnel, et en particulier toute la chirurgie de l'incontinence urinaire, des bandelettes TVT, des promotofixations, qui sont une grosse chirurgie fonctionnelle, et puis l'oncologie, essentiellement par les CCI, qui sont cette procédure gratuite créée par la loi Kouchner. Alors, il y a une expertise dans ce dossier avec un urologue qui est l'expert judiciaire, et l'urologue, expert judiciaire, va conclure que le responsable de l'amputation de la patiente, c'est l'anesthésiste. Il va dire l'urétéroscopie était justifiée, le lithoclaste était justifié, par contre l'anesthésiste a mis des doses de dobudopa trop importantes. L'anesthésiste va rentrer le lendemain dans son bloc opératoire, il va expliquer à ses confrères anesthésistes qu'il a été bouleversé par l'expertise, il endort un malade de 46 ans ou 47 ans pour une éventration, il sort de la salle, l'infirmière le rejoint, il était tunnelisé par son expertise, il a oublié de brancher le respirateur, l'homme de 46 ans est décédé. L'affaire ne se termine pas là, l'anesthésiste attrape une ampoule de sélokurine, il va dans son bureau, il se l'injecte dans l'intrafémoral, l'anesthésiste se suicide.
simplement pour dire qu'on part d'une simple pyélo-obstructive et à la fin, on a une dame amputée, on a 2 morts. Donc le médico-légal et le risque, il faut faire attention. Donc les règles de l'art, Nadia, tu nous les rappelles. Bon séjour à Chamonix, bienvenue. Donc les règles de l'art, vous les connaissez normalement, elles sont disponibles sur le site Eurofrance dans nos recommandations de 2022. Donc pour un calcul urétéral, on regarde s'il est proximal ou s'il est distal. S'il est proximal, peu symptomatique, on va le surveiller, on va essayer de faire une thérapie médicale expulsive. S'il est à plus de 10 mm, a priori, on se dit qu'il ne va pas passer tout seul, donc on va drainer. Et on va faire un traitement différé du calcul. Si le calcul proximal est symptomatique, on va le drainer et on va différer le traitement du calcul. Si le calcul est distal, à ce moment-là, pareil, peu symptomatique, moins de 10 mm, plus de 10 mm. Moins de 10 mm, on va pouvoir le surveiller, faire une thérapie médicale expulsive. On a toute la place de la litho, comme on a vu hier avec les jeunes. S'il fait plus de 10 mm, on draine et on traite en différé le calcul. S'il est symptomatique, on peut faire de l'ALEC ou de l'urétéroscopie sur un calcul de moins de 10 mm distal. Et s'il fait plus de 10 mm, on draine et on traite en différé le calcul. Donc globalement, quand est-ce qu'on va le traiter d'emblée? C'est quand il va faire moins de 10 mm distal. Et n'oubliez pas, et symptomatique, et n'oubliez pas la possibilité de l'ALEC, qui est quand même beaucoup moins invasif et où on va éviter ce type de complications de sténose dont Xavier nous a parlé tout à l'heure. En dehors de l'urgence, c'est les mêmes recours. On va avancer parce que malheureusement, on est très en retard. Pour la prise en charge d'un calcul rénal, vous connaissez tout, je ne vais pas tout détailler, mais ça va dépendre de la localisation, de la taille. N'oubliez toujours pas la litho sur ces calculs, en fonction de l'indication, bien sûr. On a fait aussi, on ne l'a pas mis là, mais on a fait aussi un différentiel en fonction de l'analyse du calcul. Donc n'oubliez pas que si vous avez déjà eu un calcul ou si le calcul est peu dense et que vous pensez que c'est un calcul d'acide urique, pour n'importe quelle taille, n'importe quelle localisation, même s'il fait 4 cm, vous pouvez alcaliniser et vous n'avez pas besoin de faire un traitement chirurgical. Si c'est un calcul de struvite où on aura vraiment envie de tout enlever, et là on a réduit la taille à 15 mm pour la chirurgie percutanée. Et si vous n'avez pas accès à ce type de chirurgie, n'hésitez pas à confier à des collègues qui auront accès à ces techniques et qui éviteront des urétéroscopies multiples, répétées, qui vont avoir des conséquences possiblement. En dehors de la taille et de la nature, vous avez les risques qui vont guider sur tel ou tel geste. Donc grossesse, la litho elle est contre-indiquée, la NLPC est contre-indiquée. On peut faire de l'urétéroscopie en centre expert. Là, je vous laisse lire un rein unique. On va plutôt privilégier l'urétéroscopie ou la NLPC pour éviter d'avoir des obstacles en litho. Rein en fer à cheval, la litho ne va pas forcément bien marcher. La duplicité de l'urtère, c'est pareil, on va avoir des urtères plus fins, on aura plus de mal à éliminer les calculs, donc pas trop de litho. Diverticule caliciel, tout marche, même la litho. En fait, le diverticule caliciel, la litho va marcher sur les symptômes. Donc, il ne faut pas hésiter à le proposer aussi si le patient est juste symptomatique douloureux. Ça ne va pas forcément permettre d'évacuer les fragments, mais ça peut marcher. Pacemaker, ce n'est pas contre-indiqué. L'obésité morbide, la LEC ne va pas marcher. Attention aux anticoagulants avec la LEC aussi, qu'il faut absolument pouvoir arrêter avant de faire un traitement en LEC. Infection, il faut traiter de toute façon, et puis il faut essayer d'aspirer, d'enlever le maximum de calculs. Donc bien penser que si le calcul est un peu volumineux, plutôt aller sur la percutanée. Plus de 80 ans, tout marche. Coralliforme, plutôt la NLPC. Insuffisance rénale, urétéroscopie NLPC. Et cystine, ça ne marche pas bien la LEC. Donc il n'y a que 30% de succès. Voilà. Ça, c'est les règles de l'art. Maintenant, on va aller voir ce qui se passe quand on ne les respecte pas, ou même quand on les respecte et que les choses, malheureusement, se compliquent. Donc, on va faire un petit voyage en différents cas cliniques qui vont vous faire plaisir. Et puis, je pense qu'après, vous allez raccrocher les urétéroscopes. Dernière remarque, tous les dossiers-là,
que je vais vous présenter, c'est des urologues en activité qui sont bons, qui sont réputés, qui n'ont pas de mauvaises pratiques dans leur quotidien, et vous allez voir les galères qu'ils vont rencontrer. Le premier dossier, c'est une collègue urologue que personnellement j'aime beaucoup, qui est une très bonne urologue, et qui va prendre en charge une patiente de 46 ans, qui a un diabète gestationnel, qui est obèse. Et quand on a une mise en cause médico-légale, avec les équipes, les assureurs, ils décortiquent l'intégralité du dossier. Et quand on reprend l'intégralité de nos dossiers, on se rend compte que souvent, à plusieurs niveaux, il y a des manquements. Et là, on va regarder. Premièrement, elle a 46 ans, diabète gestationnel. Elle est déjà prise en charge par une collègue en 2019, dans un contexte de grossesse, urétéroscopie rigide gauche, pose de sonde double J. Elle est enceinte de 34 semaines, il y a une fragmentation lithoclaste. Ce calcul est évacué, il est dégagé, il est nettoyé. Ce qu'on va constater, et je vais poser la question à Nadia, c'est qu'en 2019, quand on lève un calcul, il n'y a pas de bilan phosphocalcique au départ. Nadia, tes recommandations ? Les recommandations, c'est bien de faire un bilan et du calcul, de l'analyse du calcul. Donc si vous le récupérez, vous l'analysez, et le bilan de première intention du CLAFU dès le premier épisode. C'est hyper important parce que souvent on ne trouve pas grand-chose et c'est simplement un manque de diurèse, mais on peut trouver des choses qu'il faut absolument traiter pour éviter la récidive. Je vous rappelle, 50% de récidive à 5 ans si on ne fait rien. Donc elle n'a pas de bilan. Suite à cette urétéroscopie, elle est prise en charge parce qu'il y a un nouveau séjour hospitalier pour une pyélonéphrite obstructive. Et là, on va attendre 48 heures pour faire une urétéroscopie et mettre une sonde double J. Ton avis sur le fait, sur une pyélo obstructive, d'attendre 48 heures ? C'est trop long. Clairement, je vous ai déjà fait les topos à l'affût. La pyélo obstructive, c'est une grenade dégoupillée. On a des morts chaque année, on a des jeunes femmes et des jeunes hommes qui sont amputés ou qui décèdent. La pyélo obstructive, ça doit être opéré. Dès qu'ils sont stables, ils vont au bloc, on monte une sonde double J, c'est terminé. Même s'il est 1h du matin, 2h du matin. Il y a des dossiers où les gens se disent je le ferai demain matin parce que la CRP n'est pas élevée. La CRP, c'est un mauvais examen. La CRP va être augmentée 48 heures après. Donc, le malade qui a des frissons, le malade qui a... Alors, souvent, on me dit il n'y a pas de fièvre. Oui, mais il a pris 3 grammes de Doliprane. Il a des frissons, ça suffit. Il y a un calcul des frissons, vous faites un scan. Si la graisse est un peu épaissie, n'importe quoi, il faut y aller le plus vite possible au bloc opératoire. Ne traînez pas. La plupart des dossiers qu'on a, c'est des gens qui ont attendu 4, 5, 6 heures, voire 24 heures. Et là, on a attendu 48 heures. C'est pas très grave, elle s'en sort bien. On va voir qu'elle sort sous Siflox. Je vous rappelle que le Siflox est contre-indiqué chez la femme enceinte. C'est à nouveau une erreur dans le dossier, mais ça n'aura pas de conséquences. Là-dessus, elle va revenir ensuite en février 2020, plusieurs mois après. Elle va avoir à nouveau une colique néphrétique. Et là, elle est reçue en consultation par notre collègue. La dame ayant déjà eu une urétéroscopie, elle lui réexplique oralement les effets secondaires. Elle ne remet pas des documents de l'Association française d'urologie. Elle ne récupère pas de consentement éclairé et elle fait son urétéroscopie. L'urétéroscopie se passe le 18 février 2020. Elle décrit dans son compte rendu opératoire qu'il y a un stripping de l'urtère sur 2 cm en raison d'une dormia qui s'est coincée. Combien d'entre vous, Nadia, tu as déjà eu des dormias qui coincent ? Oui. Combien d'entre vous ont déjà eu des dormias qui coincent ? Voilà, donc vous voyez que la dormia qui coince, on en a tous, ça se produit chez la collègue, et malheureusement, il y a un petit morceau d'urtère qui est blessé, et elle va mettre une double J, elle la réaligne. La patiente va sortir avec du tramadol alors qu'elle allaite. Le tramadol est contre-indiqué pendant l'allaitement, et personnellement, tu utilises du tramadol, toi ? Moi, je trouve que les gens ont des nausées, ils ne sont pas très bien. Je préfère les algiques et moins algiques. Elle va sortir, elle sera réhospitalisée pour des douleurs sur la sonde, puis elle va être prise en charge. À nouveau, elle fait une pyélonéphrite, à nouveau, elle est sous antibiotiques, et la lettre de sortie faite par la collègue parle d'un simple séjour pour colique néphrétique, ce qui n'était pas tout à fait le cas. À nouveau, c'est une erreur, il n'y aura pas de conséquences. Ensuite, elle va changer d'urologue, elle change d'équipe, elle va être prise en charge par un docteur G, un autre urologue, et puis vous allez voir, je vais faire vite parce qu'on est très en retard, que malgré tout ce qu'on peut faire, il y a une sténose urétérale qui s'installe. Elle va être prise en charge par une équipe en CHU, 3e équipe. Il y aura des urétéroscopies. Puis on parle d'une résection anastomose urétéroïdéale avec un greffon du grêle proposé par le collègue au CHU. Puis le 23 juillet, on va finalement faire une résection anastomose urétéro-urétérale droite au robot assisté. Voilà. Et voyez qu'on fait enfin son bilan de calcul. Elle a une hyperparathyroïdie cognée et que si on avait fait le bilan avant, on n'aurait probablement pas eu toutes ces complications. Il va y avoir une procédure et une expertise judiciaire, et je vous montre un petit peu, c'est des copier-coller de l'expertise. Voilà ce qui peut être dit en expertise, et voilà comment se déroule l'expertise, ce qui n'est pas toujours aisé pour nous. Et au-delà de l'information, on va y revenir, le manque d'humanité.
à son égard. L'intervention devait se dérouler le matin à 8h, la patiente est prise le soir à 20h et on estime qu'elle a été traitée comme une souris de laboratoire parce qu'elle s'est trouvée dans un fauteuil sans relation humaine, sans explication, sans rien. Et du coup, elle nous en veut à mort et elle va à l'expertise. Tu l'as dit tout à l'heure, Xavier, tu l'as dit aussi ce matin, que l'important, c'est aussi le lien affectif que vous créez avec les gens. Il y a beaucoup d'expertises où les gens sont là pour avoir une explication parce qu'ils ne vous ont pas vu. La consoeur en particulier, c'est une neurologue très très gentille. Ce jour-là, elle était débordée, elle a couru partout. On continue. L'expert judiciaire urologue a constaté que le calcul était toujours en place, le fragment n'était pas la solution, il y avait une réaction inflammatoire, et considère que le stripping ne peut être que la conséquence d'une traction exagérée sur la sonde de Dormia. Au regard de la taille du calcul, une telle traction ne pouvait pas se permettre de l'extraire. L'expert judiciaire considère que, en qualité urologue confirmé, le docteur ne peut ignorer la différence entre une plaie de l'urtère et un stripping. Du début à la fin de ce dossier, on a payé le fait que la collègue elle a décrit un stripping alors que c'était une simple plaie de l'urtère. Et l'urologue, l'expert, n'a jamais rien voulu revenir en arrière. Après, l'expert lui dit, l'information aussi lapidaire et d'autant moins compréhensible que l'Association française d'urologie met à disposition des praticiens des fiches d'information que les patients devraient connaître et qu'elle aurait dû utiliser. Même si l'utilisation ne présente aucun caractère obligatoire, le fait de ne pas le faire est un manquement. Combien d'entre vous utilisent les fiches de l'affût ? Bon, je ne demande pas à ceux qui ne le font pas parce qu'ils vont ne pas oser lever la main. C'est indispensable, c'est la meilleure façon de vous protéger. Les experts judiciaires ne peuvent pas dire que l'information n'est pas passée si les fiches affût ne sont pas passées. On va y revenir. Il y a eu plusieurs expertises. L'expert et le jugement considèrent qu'il y a un défaut d'information ainsi qu'une maladresse fautive et qu'il y a eu un stripping complet, et affirme l'expert. Ce dossier est toujours en cours. La famille demande 54 000 € de réparation. L'assureur refuse de payer, considérant qu'il n'y a pas de stripping, qu'il y a un défaut d'information avec ce qu'on appelle un préjudice d'impréparation. On va aller se balader dans les devoirs d'information. C'est votre première obligation professionnelle aujourd'hui depuis Hippocrate, il y a 2500 ans, dans le serment d'Hippocrate que vous avez tous fait lorsque vous êtes inscrit au Conseil de l'Ordre des médecins, vous êtes engagé à informer les malades. Première obligation. Le contrat de soins à Rémercier 1936, c'est ce qui définit aujourd'hui la relation entre un patient et son médecin. Vous vous engagez à informer le malade, à recueillir son consentement. C'est écrit depuis 1936 dans votre obligation professionnelle. L'information du consentement arrive dans le code de déontologie intégré au code de santé publique en 1995. Nous avons l'obligation. Combien d'entre vous ont lu le code de déontologie ? Je voudrais vous embrasser tous les quatre. Les autres, vous êtes nuls. Il y a 110 articles à lire, vous devez lire votre code, c'est comme si vous conduisiez une voiture aujourd'hui sans avoir passé le code. Le code de déontologie, il y a 112 articles qui se lisent très bien, mais qui expliquent à la société française quelles sont vos obligations professionnelles. Je vous invite sur ces 2 articles, vous devez informer les malades d'une façon claire, loyale, appropriée sur votre état de santé, les investigations, les urotéroscopies, pourquoi vous les faites. Et vous devez obtenir le consentement, c'est bien 2 étapes différentes. J'informe et le malade, il consent aux soins une fois qu'il est informé. En 1997, le fameux arrêt Dreuil de la Cour de cassation qui a dit dorénavant que c'est à nous, médecins, de prouver qu'on a informé le malade. Ce n'est plus au malade de dire « j'ai pas été informé ». C'est nous qui devons dire « on l'a prouvé ». D'où le travail extraordinaire de l'affût. Il n'y a pas un devoir professionnel plus important que le devoir d'information dans la loi française pour les médecins, le serment d'Hippocrate, la loi Kouchner, la charte, etc. Je fais vite. Vous devez informer les malades de l'indication, des alternatives thérapeutiques, en partie dans le cancer de prostate et dans le calcul, les bénéfices et les risques de chaque technique, et c'est à vous d'en faire la preuve, même si c'est un entretien oral. Aujourd'hui, depuis 2010 et 2012, les patients qui prouvent qu'on n'a pas été informés, qu'ils n'ont pas pu se préparer psychologiquement à la complication qui se produit, sont indemnisés au titre d'un préjudice d'impréparation que parfois certains d'entre nous ne comprennent pas. Mais à mesure où on a eu un dossier, c'est sur une prostatectomie radicale que le malade a démontré qu'il était impuissant, et qu'il n'avait pas été informé du risque d'impuissance. Il dit « je me serais fait opérer, mais je regrette de ne pas avoir été préparé psychologiquement. Pour cela, on l'indemnise de quelques milliers d'euros. » Les fiches de l'affût, on les a toutes refaites, tous ensemble, bénévolement. On a tout réécrit, utilisez-les. On va en sortir encore, je crois, une quinzaine cette année. À l'intérieur, on vous a mis le consentement éclairé pour que le malade signe et date. Et on a mis la personne de confiance. Je vous invite à appeler toutes les familles, puisque vous avez le numéro sur la fiche, dès que l'intervention est terminée, pour leur dire la chirurgie s'est bien passée, l'urétéroscopie s'est bien passée, le malade va en salle de réveil et ensuite dans sa chambre. Les plasticiens, eux, ils ont un délai obligatoire pour toutes les chirurgies fonctionnelles, esthétiques, de 15 jours. Je vous invite dans les chirurgies non urgentes de laisser aux gens un délai de réflexion de 15 jours, comme les plasticiens. C'est plutôt une bonne idée que de les laisser réfléchir.
Nadia va nous parler un petit peu des complications. Tout à l'heure, on avait une sténose post-urétéroscopie, mais il y a aussi les sténoses post-laser. Et je passe la parole à Nadia. Oui, c'est ça. Je voulais juste refaire un petit point parce que, comme l'a dit Lionel, on a de plus en plus de sténose de l'urtère due à l'urétéroscopie et au laser, à l'utilisation du laser. On n'avait pas ce problème-là avec le lithoclaste, qui n'abîmait pas du tout la muqueuse urétérale. Donc on avait toujours des problèmes de calcul enclavé qui pouvaient, par lui-même, par le calcul, poser problème. Mais il n'y avait pas ces lésions qu'on a aujourd'hui avec les lasers. Donc c'est notamment depuis l'apparition des lasers haute puissance. Donc ces lasers qui sont soit l'holmium de 100 watts, 120 watts, soit le thulium fibré qui fait aussi 100 et quelques watts. Et on peut être amené à monter les watts très fort, c'est très facile, il n'y a pas de sécurité. Et donc là, vous avez une relation entre la puissance et la température. Et donc vous voyez que quand on est à 5 watts, et qu'on a une petite irrigation, on met de l'irrigation standard en fait, et bien vous allez rester sur vos 37 degrés. Donc là, à 5 watts, vous n'allez pas avoir de problème de température. Par contre, dès que vous allez monter, à 10 watts, on va se retrouver déjà à 40 degrés, que ce soit du 1 joule 10 Hz ou du 0,5 20. Donc en fait, n'importe quelle combinaison de réglage, c'est vraiment la puissance qui va faire monter la température. Si maintenant vous montez à 20 watts, vous voyez, vous êtes au-dessus de 40, largement au-dessus de 40. Et à 40 watts, on est très rapidement, en 1 minute, même pas, on est à plus de 50 degrés. Donc là, on a déjà des dénaturations de protéines et on peut avoir des lésions de brûlure. Là maintenant, ça va être le débit d'irrigation. Donc pareil, là on se met sur un réglage de 40 watts avec 1 joule et 40 Hz. Et bien vous allez voir que l'irrigation, elle protège en fait, parce que forcément plus vous allez mettre du liquide froid et plus ça va vous refroidir et ça va combler l'utilisation, contrecarrer l'utilisation du laser. Donc si vous avez une très forte irrigation, en 1 minute, on ne va pas trop monter en température. Par contre, si vous n'avez plus du tout d'irrigation, en 1 minute, vous êtes à 70 degrés. Donc vous imaginez les dégâts, notamment dans un urtère. 1 minute, c'est très court. Vous faites un peu plus que ça, normalement, en fragmentation pour aller casser un calcul. Donc ça va très vite. Et je n'ai pas mis toutes les complications du fait de monter énormément les irrigations, mais on ne peut pas monter non plus l'irrigation de façon trop importante, parce que là, on va mettre le rein en hyperpression et on va avoir toutes les complications de l'hyperpression. Donc en fait, on a un juste milieu. Ce qui est sûr, c'est que du coup, il ne faut pas trop monter les puissances des lasers. Là, c'est un modèle porcin qui montre à 40 watts, 60 secondes, donc 1 minute d'utilisation 3 fois, une fois à haut débit d'irrigation, une fois à débit moyen et une fois sans irrigation. Et ensuite, on a ouvert ces reins de porc. Et voilà ce que ça fait dans le rein. Donc ça, c'est des vraies lésions de brûlure. Donc ça fait des rétractations et derrière, on a des sténoses qu'on ne va jamais pouvoir dilater, etc. Donc ça va vraiment être de la chirurgie complexe pour aller réparer les sténoses. Et ensuite, ça va dépendre aussi du volume dans lequel vous utilisez votre laser. Donc dans le rein, on a un petit peu plus de place, on peut avoir un petit peu plus d'irrigation, donc on peut monter un tout petit peu plus haut. Dans l'urtère, on est vraiment dans un tout petit tuyau, donc il ne faut surtout pas monter les puissances. Donc, puissance maximale autorisée, c'est 10 watts dans l'urtère et 20 watts dans le rein. Et pour ceux qui ont accès encore au lithoclaste, qui n'est pas une technologie complètement has-been, je vous encourage à utiliser plutôt le lithoclaste dans un urtère pelvien. C'est vrai que dans un urtère haut, on va avoir la rétropulsion qui fait qu'on va flusher le calcul, mais dans un urtère pelvien, on va être coincé au niveau iliaque. Et en fait, le calcul ne va jamais remonter au-delà. Donc c'est encore un très bon instrument. Donc n'hésitez pas à utiliser le lithoclaste. Ce qui est important dans ce rappel des recommandations, c'est que grâce ou à cause de Nadia et du comité d'ITIAS, les experts progressent aussi. Donc les experts aujourd'hui vous disent quelle était la durée du laser, quelle puissance, quel drainage vous aviez. Donc si dans votre compte rendu opératoire, il n'y a rien,
eh ben, vous serez probablement retenu en responsabilité sur la sténose de l'urétère et toutes les conséquences financières qu'il pourrait y avoir derrière. Donc, il est indispensable qu'on progresse ensemble. Et donc, mettez bien vos réglages sur vos comptes rendus opératoires. Marquez bien ce que vous avez fait et ça pourra vous protéger. Si vous êtes à 5 watts dans un uretère, on ne pourra pas dire que c'est votre faute s'il y a eu une brûlure. Enfin, sauf si vous avez vraiment cramé vous-même l'uretère en mettant le laser dessus. Mais si vous avez traité votre calcul à 5 watts, théoriquement, il n'y a pas de souci. On va se faire encore 3 cas cliniques un peu rapides parce qu'il nous reste 10 minutes. Je sais, on va essayer de rattraper. Ce dossier est intéressant. C'est une patiente qui est médecin et qui doit avoir une urétéroscopie. Et le collègue pose une sonde double J pour préparer l'uretère. Nadia, juste, on pose ou on ne pose pas de double J pour préparer une urétéroscopie? Alors, ce n'est pas dans les recommandations. On peut très bien faire une urétéroscopie sans double J et on préfère même, en tout cas, si l'urétéroscope ne monte pas, bien sûr on pose une double J, mais on ne doit pas programmer une montée de double J en préparation à une urétéroscopie. D'accord. Donc le collègue va faire une urétéroscopie derrière et il décrit lors de la première urétéroscopie une sténose urétérale pelvienne franche. Derrière, la patiente va faire des pyélonéphrite, plusieurs épisodes. Il va faire une seconde urétéroscopie souple. Elle va faire une urétérohydronéphrose à l'ablation de la double J. La patiente va changer d'équipe. Elle va avoir une autre équipe d'urologue. Elle va avoir une urétéroscopie. Finalement, il y a une sténose de l'urtère iliaque sur 2 cm. Elle va faire des pyélos à répétition au citrobactère, pseudomonas, aeruginosa, tout ce que vous voulez. Elle change à nouveau d'équipe. Elle va avoir une 3e équipe d'urologue. Et là, les collègues lui disent « Madame, on ne peut rien faire à part une réimplantation ». Elle a donc une réimplantation. Derrière, elle continue à faire des infections et puis elle va finalement faire des espèces de vessies rétentionnistes. Elle aura des autosondages et sa vie, c'est cette patiente qui était anesthésiste, est bouleversée. Il y a donc une expertise où là, on se retrouve avec 5 urologues plus des représentants d'établissement, c'est-à-dire un avocat, un médecin conseil à chaque fois. Donc il y a à peu près 25 personnes à l'expertise. Et l'expert qui est un urologue, grâce au compte-rendu opératoire initial, dit « Madame, vous aviez une sténose urétérale congénitale. Il n'y a absolument aucun manquement par personne dans toute la prise en charge. » Et là, j'aimerais insister sur une notion importante. Tracez tout ce que vous voyez, tout ce que vous faites dans votre compte-rendu opératoire et les lettres de sortie. Le simple fait que le collègue, là, urologue, le premier, il ait dit, lors de la première urétéroscopie, il existe une sténose urétérale pelvienne, difficile à franchir, fait que derrière, tous les urologues qui vont être derrière et tout le monde, finalement, on se retrouve sur une sténose urétérale congénitale. Et donc, il n'y a pas de manquement dans toute la prise en charge. Si ce n'est pas tracé, on ne peut absolument rien faire. Quand vous avez des pyélos obstructifs, quand vous avez des complications au bloc, quand vous avez des chocs, on l'a dit dans le rapport qu'on avait présenté à l'affût il y a 2 ans, notez, de point de vue horaire, tout ce qui se déroule. À quelle heure j'appelle un collègue, à quelle heure il arrive et ce qu'on fait. Tout ce qui est tracé peut nous aider à vous défendre et à faire en sorte qu'on sait ce qui s'est passé. Une double J qui tourne par rond, j'aime bien ce dossier. C'est un collègue qui... c'est un monsieur... Là, on va insister avec Nadia, on a tous insisté sur la comorbidité. C'est un homme de 59 ans qui a une BPCO, qui a une cardiopathie ischémique, qui a eu des stents, qui a de multiples allergies, qui est en surcharge pondérale, qui est fumeur. Il est pris en charge en 2014 pour des calculs. À plusieurs reprises, il va avoir des urétéroscopies en 2014 et 2015. À chaque fois, il signe un consentement éclairé qui est remis et signé. J'avance un petit peu. On ne parle pas de sa prostate, il a des urétéroscopies, du laser, etc. Et puis, il voit un de nos collègues qui dit « Moi, je veux bien vous opérer, je vais vous reprendre en charge, mais je mets toujours une double J pour préparer. » Et puis, il va donc comprendre au bloc opératoire, le 13 mars, c'est prévu, pose de double J, et le 20 mars, urétéroscopie. Quand il met sa double J le 13 mars, malheureusement, au contrôle scopique, il voit que la double J a fait un nœud. Le mémoire de forme fait que la double J, quand il enlève son guide, la double J se noue et fait un aspect atypique. Alors, le premier expert qu'on va voir dire ça n'existe pas. Et puis, il y a des publications internationales qui montrent qu'il y a des double J qui spontanément se recouvrent mal. Et donc, il va retirer la double J. En retirant la double J, il fait une plaie de l'urtère. Et il appelle donc un autre collègue. Lui était libéral dans l'hôpital. Il appelle un collègue hospitalier. Et ils viennent à 2 prendre la décision de faire une apparo pour suturer l'urtère. Parce que la plaie en urétéroscope rigide qu'il constate fait plus de 7 cm. Ils le prennent au bloc opératoire, parce qu'en fait, comme il y avait une boucle, le fait de la tirer, ça a tout déchiré. Ils le prennent au bloc opératoire, ils mettent une sonde et ils suturent sur une double J, et les suites sont relativement simples au niveau urétéral. Malheureusement, les suites pour le patient vont être plus compliquées. Il va d'abord faire un caillotage de vessie, il va être décailloté, puis il va se dégrader, il va une CRP qui va monter sur 3 jours, et puis il va présenter un tableau occlusif.
Le collègue va voir la famille, va voir la fille, va voir le patient, explique la difficulté qu'ils ont eue, la laparotomie qu'ils ont faite, la décision qui a été prise à deux. Il leur semble que tout ça est fait comme il faut. Et vous allez voir que malheureusement, le patient est retrouvé à 5 heures du matin, 48 heures plus tard, décédé dans la salle de bain après avoir inhalé dans un contexte d'occlusion. Le patient avait refusé la sonde nasogastrique. La première expertise va être très violente. L'expert judiciaire nous dit « la double J qui fait un nœud, j'y crois pas ». Vous avez retiré la double J, vous avez déchiré l'urtère, vous l'avez strippé complètement et vous l'avez réopéré pour la réinsérer. C'est donc une faute technique majeure. Et par la suite, vous avez traîné à prendre en charge la CRP qui monte et le tableau septique. Vous n'avez pas réussi à imposer au patient la pose de sonde nasogastrique. Vous êtes responsable à 100% du décès du patient. Donc nous, on va se bagarrer, on va obtenir une deuxième expertise, où cette fois-ci, on amène de la bibliographie. Et sur le nœud de la sonde double J, l'expert ne retient plus de manquement. Alors là, il nous a reproché de ne pas avoir fait une néphrostomie en urgence et une LLPC pour aller libérer l'urtère. En pratique, toutes les publications montrent qu'il y a des urtères qui sont assez souples pour que ça descende et que parfois ça suffit. Et puis sinon, il fallait faire une LLPC. Mais le malade ne meurt pas de cette complication-là puisqu'il est réimplanté, qui va bien. L'expert est persuadé au départ qu'on a strippé l'urtère et que c'est l'urtère qui a lâché et qu'il y avait un urinome. En fait, à l'autopsie, on va se rendre compte qu'il n'y avait pas d'anomalie sur la réinsertion et que le malade va mourir en fait de son syndrome occlusif et il va mourir surtout d'un état cardiaque catastrophique puisqu'il était sténosé au niveau des artères coronaires et qu'il avait des comorbidités qui étaient très importantes. Les conclusions définitives, retard de prise en charge de 3 jours pour le tableau septique, on est responsable de 40% du décès du patient et ça va coûter à la compagnie d'assurance 28 309 €. Mais le collègue, ça a duré presque 2 ans de procédure pour arriver à faire entendre. C'était le nœud sur la double J. Voilà, donc juste 2 remarques qu'on voulait partager avec Nadia. C'était l'obligation d'assurance. N'oubliez pas, les libéraux, c'est obligatoire. Et les hospitaliers, il faut être assuré aujourd'hui quand même en cas de mise en cause pénale ou disciplinaire. C'est important. Quelques remarques sur la gaine. Les gaines, voilà, c'est Nadia qui va vous en parler. Voilà, donc ça, c'est des lésions de gaine qui avaient été décrites en 2013, donc c'était sur des gaines 12-14. Donc il faut décrire votre urtère quand vous sortez. Donc il faut regarder en retirant votre gaine s'il n'y a pas de lésion de la gaine et il faut les décrire sur le compte-rendu opératoire. Ça, c'est assez impressionnant. Hein. La première, c'est juste des petites lésions mineures avec des petites érosions muqueuses. On a ensuite des érosions un peu plus importantes, voire des plaies où on voit la graisse. C'est pas ce qui cicatrise le moins bien. En fait, là, vous laissez votre double J et c'est pas du tout la sténose qu'on a quand on a des augmentations de température dues au laser. Hein. Celle-là, souvent, c'est impressionnant comme ça, mais souvent, ça cicatrise bien. Il faut le noter, il faut laisser la double J un peu plus longtemps, mais voilà, et il faut le décrire. Essayez d'utiliser des gaines les plus petites possibles. On a des urétéroscopes maintenant de plus en plus fins. Donc, quand vous faites une urétéroscopie, si vous utilisez une gaine, essayez d'utiliser plutôt une gaine fine. Si l'urtère est préparée, on peut tenter de mettre une gaine un petit peu plus grosse éventuellement, mais il ne faut vraiment jamais que ça force. Combien d'entre vous ont déjà eu des images comme ça? On a tous eu. OK. Bon, là, ça, c'est un autre dossier, là aussi, je vais faire très vite, pour vous dire à quel point on peut avoir des merdouilles. C'est pris en charge par quelqu'un que je connais très bien, comme les autres d'ailleurs, mais c'est un patient de 79 ans, il va venir pour une colique néphrétique hyperalgique avec un calcul de 7 mm. On le prend en charge, on lui fait une urétéroscopie en urgence, c'est un calcul qui est finalement bas situé. Il est quand même sous hélicis. Malheureusement, pour des problèmes d'organisation, l'infirmière jette le champ à la fin et les fragments de calcul ne sont pas récupérés. Donc il y a une déclaration d'événements indésirables, mais ça n'y fera rien, le calcul est perdu. Le malade, il va rentrer chez lui. Malheureusement, le lendemain, il fait une rétention d'urine. Il repasse. Nos urgences sont fermées, c'est la fin de la crise Covid, et notre établissement ne peut pas le récupérer. Il va là donc au CHU. Au CHU, on lui met une sonde. On évacue son fécalome. Il rentre chez lui avec la sonde. Il contacte pour qu'on enlève la sonde. Et puis, malheureusement, il revient parce que la sonde est bouchée le lendemain au CHU. On lui fait un scanner, et là, on voit un fragment de calcul de 7 mm qui reste dans l'urtère. Mais le patient n'est pas informé, le chirurgien n'est pas informé, et il revient au cabinet pour qu'on enlève la sonde 16 jours plus tard. Et puis on programme de le revoir 1 an après. 22 mars, ça recommence, il refait une colique néphrétique, il change d'établissement toujours pour le problème d'urgence, il retourne et cette fois-ci, on lui dit que le calcul est toujours en place, et on programme une urétéroscopie à nouveau, et cette fois-ci, on nettoie tout.
Le patient, sur tout ça, va finalement faire une procédure CCI. Il est très virulent, très agressif, il ne comprend pas à quel point il y a eu autant de manquements. L'expert va dire qu'il n'y a pas de faute. Ce qui manque dans le dossier, c'est quand même un consentement éclairé, signé et daté. Et puis on va considérer que le CHU et que les différentes urgences qui ont vu le scanner n'ont pas informé le malade qu'il restait un fragment de calcul. Et finalement, ce patient n'a qu'un seul préjudice, c'est un préjudice d'impréparation, de ne pas avoir compris à l'avance que quand on fait une urétéroscopie, il peut rester un fragment qui malheureusement peut entraîner une nouvelle colique néphrétique. Tout ça pour dire que vous avez l'obligation d'organiser la permanence des soins, vous devez l'afficher en salle d'attente et vous devez donner des documents aux patients dans les lettres de sortie pour leur dire qu'est-ce qu'ils doivent faire s'ils font de la fièvre, s'ils caillotent ou s'ils ont mal, et aussi qu'ils doivent revenir. C'est l'article 47 du Code de déontologie. La continuité des soins, la permanence des soins doit être informée au niveau du malade, et vous avez également des courriers que vous pouvez leur donner pour leur dire ce qu'ils doivent faire. Calcul volatile, et je termine, c'est une patiente qui aura plusieurs urétéroscopies, plusieurs sondes de double J, et à chaque fois elle récidive sur un calcul du bas urtère à droite. Et en fait, en reprenant le dossier lors de l'expertise, on se rend compte que cette dame, elle a vu des injections de macroplastique dans l'enfance, ce qui explique qu'on n'a jamais retrouvé le calcul à l'urétéroscopie, puisqu'en fait, il n'y en avait pas. C'était l'image, dont l'importance de bien interroger vos patients sur leurs antécédents. En conclusion, respectez les recommandations. Continuez à vous former toujours, parce que les experts continuent à se former, sinon on ne se forme pas. On finit par avoir l'urologie de papa et l'expert, il a l'urologie des jeunes, on est sanctionné. Le devoir d'information, c'est très important. Le consentement éclairé, prenez les fiches de l'affût, restez bienveillants, restez proches de vos patients, y compris lorsqu'ils ont une complication grave. On a eu récemment, nous, un décès dans le service, on a rencontré la famille, on a vu les proches, c'était sur une néphrectomie. Il n'y a pas de procédure ni pénale, ni disciplinaire, ni civile. Il y a eu une séance de thérapie de groupe, c'est-à-dire entre les familles et nous, les urologues, qui a été difficile, mais finalement, ça rentre dans l'ordre. Donc, restez bienveillants avec les gens. Vous avez des questions sur les calculs, vous appelez le bon docteur Nadia Habib de l'affût. Vous avez des questions médico-légales et sur les règles professionnelles, vous m'appelez, on vous répondra avec plaisir. Merci beaucoup, on a rattrapé 5 minutes. Merci beaucoup à vous deux. Je crois malheureusement, on a presque 3 quarts d'heure de retard, qu'on n'a pas le temps pour des questions. Mais pour ceux qui en auraient, effectivement, n'hésitez pas à vous adresser directement à Nadia et à Didier. Et donc, on va laisser à nouveau la parole à Maxime Vallée, qui va nous faire un point sur les